Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Carl Zero. Bonjour monsieur. Vous êtes donc ancien journaliste, enfin journaliste toujours, mais ancien animateur de télé de renom. Vous avez eu cette première carrière qu'on ne présente plus, et puis depuis, donc, on vous connaît aussi pour être devenu un lanceur d'alerte, notamment sur les affaires de pédocriminalité. Vous avez mené plusieurs enquêtes, vous avez signé un documentaire et un manifeste du nom de 1 sur 5 pour en finir avec la pédocriminalité en France. Et vous êtes devenu rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle L'Envers des affaires, qui a été publié, dont le dernier numéro, le numéro 9, a été publié la semaine dernière, mercredi ou jeudi de la semaine dernière, Ouais. où vous revenez notamment en une sur l'affaire Lola, donc l'affaire Lola qui a évidemment choqué toutes les consciences en novembre dernier, avec cette petite fille qui a été retrouvée d'abord violée, puis ensuite assassinée, découpée, avec de nombreuses inscriptions sur le corps qui ont notamment défrayé la chronique. Mais depuis, donc l'enquête suit son cours, la dénommée Dabia, donc là ça c'est la meurtrière, a été mise en prison, et pourtant vous vous êtes penché sur un aspect méconnu de cette affaire, à savoir le mobile de cette affaire. Pourquoi Dabia a tué cette petite Lola ? Vous êtes penché en interrogeant notamment les trois plus proches personnes de Dabia, donc ses deux sœurs et celui que vous appelez Kamel, qui est donc son ancien fiancé, qui est vraiment la personne la plus proche de Dabia. Et vous avez soulevé finalement une révélation assez importante, vraiment majeure, où on apprend que en fait un aspect de cette affaire a été totalement occulté. Un aspect qui fait froid dans le dos, c'est un aspect qui est corroboré par les trois personnes et qui est tout simplement, on parle d'affaires de sorcellerie, de magie noire, donc on va pouvoir y venir, mais d'abord je voudrais peut-être revenir sur ce qu'en disent avant l'affaire, ce qu'en disent ses proches de Dabia. Donc jusqu'à, on va dire, juillet 2022, il s'agit d'une personne qui a des difficultés personnelles, mais qui reste une personne finalement assez normale. Oui, c'est une jeune fille donc qui arrive en France à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, pour rejoindre sa maman et ses deux sœurs qui sont déjà là. Sa maman travaille dans une boulangerie. Ses deux sœurs font des petits boulots de taxiphone, aussi dans la boulangerie. Ils vivent un peu mais ils vivent. Bon, et puis il se trouve que quand elle arrive, elle va rencontrer un garçon, donc qui est ce témoin, on va dire numéro 1, qui s'appelle, en tout cas dans le journal, Kamel, qui préfère évidemment garder son anonymat pour des raisons en fait de crainte, non pas vis-à-vis de la police, qu'il a entendu, mais plus des personnes qui entouraient cette Dabia B depuis quelques mois. Donc l'histoire au début est normale, ils sont tous dans la religion musulmane, donc il y a si j'ose dire, ils ne consomment pas l'acte de chair en respect avec le Coran, ils ont donc des relations platoniques, mais il est son premier, etc. Et tout ça suit son cours jusqu'à ce que la mère décède subitement d'un cancer. Et là, évidemment, ça devient plus compliqué de garder l'appartement dans la petite ville de banlieue où ils vivent. Les factures s'amoncellent, les filles n'ont pas de quoi y pourvoir. Et donc, elles vont décider de quitter cet appartement et chacune va prendre à sa façon son envol. Autant les deux sœurs, on va dire, se rentrent dans la vie courante et en respectent les règles. Elle, c'est pas que c'est une voyou, mais elle a pas tellement envie de travailler, donc elle est un peu prime sautière, et puis elle va quitter ce garçon, rencontrer d'autres garçons. Elle va commencer à être une mauvaise musulmane en buvant ou en fumant du shit, etc. Mais ça n'en fait pas pour autant ni une meurtrière, ni une violeuse, surtout d'enfants, de petites filles, enfin bon. On rappelle que le rapport psychiatrique même n'a détecté aucun trouble psychique chez Dabia. Il n'y a pas de trouble psychique, c'est une personne qui, comme toutes les filles de son âge, aime bien se maquiller, s'habiller, se mettre en avant sur TikTok ou sur Snapchat ou Instagram, écoute des tubes à la mode, aime le rap, enfin bon, c'est un cursus absolument normal. Donc, lorsque la nouvelle tombe, en fait, très rapidement, on apprend que c'est elle. D'ailleurs, elle le reconnaît après en garde à vue. Et tout de suite, moi, je me dis, mais il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est-à-dire, ça ne tient pas. J'ai fait beaucoup de documentaires de faits divers. C'est un univers que je connais très bien. Dans les annales, j'ai pas d'équivalent. 24 ans, de l'autre côté, la victime, 12 ans.
et puis une espèce de bizarrerie dans la manière dont c'est fait. Déjà, le viol, ça pose question. Un viol, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. On sait, par exemple, des femmes qui seraient pédocriminelles, on sait qu'il y en a 4%. Et elle n'en fait pas partie, puisque quand on parle, on va y venir, mais quand on parle avec ses sœurs ou avec son ex-copain, elle n'a jamais été attirée par les femmes, et encore moins par les enfants, par les petites filles. Donc, moi, ça me pose question, et il se trouve que sur un média, j'en fais état. Je dis, oui, ça me paraît bizarre, mais j'ose pas non plus. J'ai rien, donc je peux pas dire. Je dis, à l'intuition comme ça me paraît étrange. Et il se trouve que ce Kamel, donc, appelons-le Kamel, il cherche à me joindre, et il n'y arrive pas. Et il va mettre, finalement, 4 mois à me joindre. Il envoie, mais sur des boîtes mail qui n'existent plus, ou alors il cherche ma société, mais elle n'est plus là, enfin bon, à chaque fois. Bon. Et finalement, un jour, je trouve, pardon, je bois. Allez-y. Je trouve sur ma boîte perso mail, un mail de ce monsieur qui en quelques mots me dit, voilà, je cherche à vous joindre, j'ai des révélations à faire, mais je ne sais pas à qui m'adresser, je connais personne dans les médias, et en plus les médias, ils ne voudront pas entendre ça, donc c'est évidemment à vous qu'il faut que je le dise, mais... Et il me laisse son numéro. Je l'appelle. Est-ce que ce qu'il me raconte, au téléphone, comme ça, là, je me dis, il y a vraiment un truc. Il y a un truc. Et donc, il accepte une interview, sous réserve, évidemment, de ne pas apparaître, que je ne donne pas là où il habite, ni son vrai nom, ni vraiment ce qu'il fait, parce qu'il est très, très bien inséré dans la vie. Il ne s'agit pas d'une population... le gars, il a ce qu'on appelle réussi. Il a une trentaine d'années, une petite trentaine d'années. Il est extrêmement intelligent. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment bien, quoi. Ça se ressent dans l'entretien. On voit que lui est déjà toujours attaché aux préceptes de l'islam, mais d'un islam sain. Il travaille dans la vie. Justement, il a d'ailleurs entretenu et hébergé Dabia pendant très longtemps, malgré le fait qu'elle n'ait pas de travail, pas d'argent, pas de papier. Donc c'est quelqu'un qui est très généreux et puis qui veut aider les autres. Il aime les gens. D'ex-fiancé, c'est devenu un peu comme serait sa fille ou sa petite cousine. Mais il veut pas il lui maintient toujours la tête un peu au-dessus de l'eau, quoi. Avant qu'elle coule totalement, il est toujours là. Et en cela, c'est un garçon sympathique, je trouve, enfin formidable. Humainement, je l'ai trouvé formidable. Après, donc, ce qu'il me raconte pour en venir aux faits, et qui répond en fait à l'interrogation que je posais dès le départ, en me disant, il y a un truc bizarre, il me dit, voilà, les 3 derniers mois avant l'assassinat de la petite Lola, Dabia B s'est mis à fréquenter plusieurs hommes, dont notamment un. Alors, pour situer, ce sont des personnes qui sont de nationalité algérienne, qui sont sur le sol français, mais qui ne sont pas nés en France, contrairement à notre Kamel. Donc, ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Et puis surtout, beaucoup plus grave, ce sont des gens qui vont initier d'une certaine façon Dabia B à des sortes de rites de sorcellerie, de magie noire, de satanisme, qui sont, de ce que j'ai pu en comprendre, teintés de ce qu'on appelle la magie noire arabe, qui est quelque chose qui date de bien avant l'islam, et qui a toujours cours, malheureusement, dans certains pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants zouris. Alors, l'enfant zouri est un enfant qui, de par sa carnation, une peau claire, des yeux clairs, des cheveux blonds ou roux, et puis une marque dans l'œil, parfois un petit truc dans un œil, dans l'iris, une petite marque dans l'œil, et puis une ligne dans la main qui est comme une grande ligne de chance. Zouri, ça veut dire enfant zouri, ça veut dire enfant de la chance, et dont le sacrifice permettrait d'obtenir de la part d'entités qu'ils appellent les djinns, et qui sont donc des êtres à mi-chemin entre les hommes et les anges, djinns qui datent de la nuit des temps, mais qui sont... Une sorte de paganisme arabe, quoi, en fait. C'est ça, mais qui est admis en même temps par l'islam, puisqu'il y a même 2 sourates, je crois, dans le Coran, sur les djinns. Donc, c'est une croyance comme... Bon, moi, par exemple, je suis catholique, je crois aux anges. Bon,
je ne crois pas aux djinns. J'ai découvert leur existence à l'occasion de ces entretiens. Mais c'est visiblement quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui existe. Alors, vous pouvez me dire, mais moi je suis rationaliste, c'est inconcevable. Bon, le fait est qu'à partir du moment où on commence à croire à ce genre de choses, c'est qu'on est sous emprise. Donc il y a eu une emprise sur cette fille, Dabia B, pour qu'elle commette ce crime. C'est ce qui sort des 3 entretiens, puisque par la suite, j'ai pu m'entretenir avec les propres sœurs de Dabia, qui m'ont raconté, avec moult détails, exactement la même chose. C'est-à-dire des cérémonies, des rituels, avec des histoires de bougies, des histoires d'incantations, des histoires de sang mélangé d'urine qu'on boit, de piqûres, enfin bref, il y a véritablement un rituel. Ils parlent d'endroits précis où ça se passe, et les sœurs se rendent bien compte qu'il y a un problème. Mais en même temps, ils ont du mal à la tenir, cette Dabia. Ça a beau être leur sœur, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut, et elle se met à changer. On parlait du shit, on parlait de l'alcool, elle arrête d'un coup, elle devient presque rigoriste, depuis qu'elle a rencontré ces personnes, et puis elle dit on va toutes devenir riches, et puis après elle dit je vais tuer des gens, et puis après elle a des formes de crise de panique, ou de crise de comment on pourrait dire, d'inquiétude, parce qu'elle dit ils vont me tuer, ils vont vous tuer. Donc elle est véritablement sous la coupe de personnes. Et là où le bas blesse, c'est que ces 3 témoins l'ont dit évidemment aux enquêteurs. Mais que je sache, les enquêteurs n'ont pas enquêté sur ces personnes-là. Ils ont entendu différentes personnes, ils ont même mis une des personnes en contrôle judiciaire, celui que dans l'article on appelle Samir, qui est également un homme... De 40 ans, mais qui n'est pas concerné, en tout cas selon les témoignages, par ces rituels. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu, ça serait à l'enquête de le définir, parce que il est un petit peu, on va dire, de la même bande. D'accord. Que le fameux sorcier. Ils disent que c'est un sorcier ou là, un on djinn. parle des témoignages des personnes. On ne sait pas si c'est un sorcier, mais en tout cas, c'est important parce que ce sont les 3 personnes les plus proches de Dabia. Et ces 3 personnes sont d'accord sur le fait qu'elle était sous emprise, en tout cas. Et il faut qu'elle était en contact avec un fameux Farouk, il faut dire le nom. Je me mets à la place du téléspectateur, de l'auditeur. Il va dire, oui, non, mais alors d'accord, c'est facile, c'est pour dédouaner Dabia B. On n'en a rien à foutre, elle a tué. Mais c'est pas la question. La question, en fait, c'est que comme l'expertise psychiatrique ne la reconnaît pas folle, elle va aller aux assises, il y aura un jugement, mais au moment de ce jugement, il faut que l'enquête soit complète et qu'on comprenne les temps et les aboutissants. Eux, ses sœurs ou son ex-ami, ils ont fait leur deuil de Dabia B. Ils savent bien qu'ils ne la reverront pas et ils n'espèrent pas essayer de la blanchir d'une façon ou d'une autre. Ce qu'ils essayent de dire, c'est il faut que ces personnes-là, qui sont aujourd'hui en liberté, soient entendues et éventuellement inquiétées. Mais ça supposerait que cette partie des choses soit entendue ou reconnue d'une certaine façon comme existante par la justice, par la police, et qui ne considère pas uniquement que c'est sans doute des fariboles. Moi, je vais vous dire, j'y crois pas, mais ça a produit quelque chose, semble-t-il, qui est un meurtre, le meurtre d'une enfant de 12 ans. Donc, si la position, c'est de dire, on a une victime et puis on a une coupable, et puis on arrête là et puis on dira qu'elle est folle, ou si elle n'est pas folle, qu'elle a agi sur un coup de sang, un coup de tête, ça ne me paraît pas suffisant. Ça, oui. En fait, le vrai sujet, c'est que finalement, ces 3 personnes qui sont donc les plus proches de Dabia sont d'accord sur 2 choses. La première, c'est que avant ces quelques mois qui précédaient, c'était une fille pas forcément normale, mais en tout cas qui avait jamais tué de personne, qui n'était pas du tout attirée par les enfants, qui avait aucun profil de pédocriminel quel qu'il soit, et qui avait des difficultés, mais qui n'était pas, qui avait les difficultés d'une personne qui restait rationnelle. D'une personne dans la galère, voilà, d'une personne qui vit d'expédients, qui fait des conneries, mais pas micro-conneries. Et que après ces mois-là, et donc cet événement, ils sont très surpris et ils reconnaissent tous les 3 qu'elle fréquentait donc un fameux Farouk notamment, qui aurait agi sur elle avec une forte emprise en tout cas. Oui, et dont ils ont en plus, c'est ça toute la difficulté. Qu'elles ont rencontré, que les filles ont rencontré. Voilà, une des 2 l'a vue. Non, les 2 l'ont vu. Une l'a vu dans un café en compagnie de Dabia et l'autre est allée carrément chez lui. Et toutes les 2, il leur fait très peur.
et même à l'ex-copain, il fait très peur. C'est-à-dire on est peut-être dans le surnaturel, mais ou peut-être simplement dans le fait que ce sont des hommes de 40 ou 50 ans très décidés qui font peur, c'est tout. Et donc on touche à quelque chose et on a le sentiment que si l'enquête n'a pas avancé sur ce terrain-là, c'est parce que c'est un monde qui est un peu rejeté par le rationalisme ambiant, ce que je peux comprendre, en disant bah non, un chat est un chat, appelons les choses comme elles sont, elle a tué, elle mérite bien sûr qu'elle mérite une punition, et la plus exemplaire possible. Mais au-delà de ça, il faut essayer de chercher à comprendre, parce que si de tels personnages sont en liberté, et ils vont recommencer, parce que quand même, dans le témoignage d'une des sœurs, elle parle de meurtre d'enfants. Dabia lui dit « j'ai fait des choses à des enfants que j'aurais pas dû ». Donc dans ces cérémonies, il se passait des choses vraiment atroces. Donc c'est là où j'aimerais bien que la sortie de ce papier serve à quelque chose et qu'on ait le fin mot de l'histoire. Il y a malheureusement, comme toujours dans ce genre d'affaires, une espèce de tendance à noyer le poisson, à mettre sous le tapis, à dire oh, écoute, c'est pas très grave finalement. Mais si, c'est très grave. Oui, parce qu'en fait, au-delà des rites, ce qui est reconnu, en tout cas même par le rationalisme ambiant, c'est cette capacité qu'ont certains individus à mettre des gens sous emprise. Et ça, c'est évidemment. Si on veut rester rationnel, ça peut être simplement de l'hypnose. Bien sûr. Il y a 1000 façons, ou des promesses, ou des. Bon. En admettant que tout ça n'existe pas, il y a une très forte emprise psychologique sur une personne. Parce qu'un autre fait saillant aussi de ce qui ressort de votre entretien, c'est que donc, dans le témoignage de l'ex-petite amie, donc ce fameux Kamel, il part en fait un été, 1 mois et demi en vacances en Amérique du Sud, ouais. Et lorsqu'il revient, elle est complètement changée, et elle le voit, donc elle a plus du tout cette espèce d'aspect petite fille qu'elle était avant, elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus posée, et elle explique que elle a vu quelqu'un qui ressemblait qui était Kamel et elle l'a suivi. Et donc plusieurs aussi, ses sœurs aussi confirment que elle est certaine à ce moment-là que c'est Kamel qu'elle suit et qu'en fait c'est Farouk qui se fait passer pour Kamel entre guillemets. Oui. Et il arrive à se faire à ressembler, enfin en tout cas pour elle, à Kamel et à se faire passer pour lui. Alors que physiquement, il est à 1000 km. Il n'a rien à voir. Il est petit, sans doute de ce que j'ai compris, chauve et beaucoup plus vieux. Et donc, il explique à Dabia que, en fait, elle le dit à une de ses sœurs à un moment, qu'il a vieilli, il s'est sacrifié pour elle. Qu'il est effectivement ce Kamel, donc c'est accouché dehors, mais qu'il a accepté de prendre d'un coup 20 ans pour elle. Et elle l'admet. Donc, or, à ce moment-là, il est avéré on pourrait dire c'est un raisonnement de drogué, mais elle n'est plus du tout sous drogue. Non, elle boit ça comme du petit lait, elle y croit, et puis elle participe à ces séances dont on ne sait que très peu de choses finalement, puisque ses sœurs ne sont pas allées voir ces rituels, elle leur a raconté. On retrouve aussi également chez elle des livres sur les chakras que lui a offert le fameux Farouk. Oui, et encore une fois, des livres ésotériques, voilà. Étranges. Et ce qui est fou, c'est que cette personne n'a même pas été entendue par la justice, ni même concernée par l'affaire, alors que les 3 personnes, encore une fois, les plus proches de Dabia, ses 2 sœurs et Kamel, en parlent tous les 3 comme d'un personnage en tout cas clé de l'affaire, notamment dans le parcours psychologique de Dabia, quoi. Ça pose question, évidemment. Est-ce qu'il joue un rôle autre que celui-là? Est-ce qu'il sert parfois d'indique? Est-ce que il faut pas que son nom sorte? J'en sais rien. Moi, j'ai fait le début du boulot. C'était à la police de faire. Bien sûr, oui, vous avez lancé l'alerte. Alors, donc, on a longuement parlé du témoignage de Kamel. On peut aussi revenir sur le témoignage de ses 2 sœurs. Donc, Yasmina et Myriam, les noms aussi modifiés, ont été aussi modifiés. Mais elles aussi, donc, elles confirment cette fameuse emprise. Et en fait, c'est d'ailleurs chez l'une de ses sœurs que va avoir lieu le meurtre de la petite Lola, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Donc c'est 119 rue Manin dans le 19e. C'est là où vit une de ses sœurs et à ce moment-là, elle l'héberge. Et ce jour-là, la sœur va au boulot, elle se doute de rien. Et c'est ce jour-là que Dabia B va entraîner la petite Lola. Alors, s'était-elle déjà parlé avant? Ça, on ne sait pas. En tout cas, elle l'entraîne dans l'appartement. Et là, va avoir lieu le crime. Crime qu'elle reconnaît avoir commis, même si elle dit elle-même à ses sœurs au téléphone
puisque ils ont droit à un petit entretien par semaine au téléphone depuis sa prison. Elle dit que elle était hors d'elle, comme sous contrôle, que certes elle l'a fait, mais que c'est pas elle qui l'a fait. Donc elle se rend bien compte qu'il y a eu un problème, et elle cite elle-même à ses sœurs ce fameux Farouk en disant c'est Farouk, c'est Farouk, c'est Farouk. Bon, après, alors ses sœurs, il y en a une qui est en Algérie, qui a été renvoyée immédiatement après les différents interrogatoires. L'autre, elle est en France, mais elle se cache. Elle a des papiers français, mais elle se cache parce que elle n'a pas envie d'avoir d'ennui, notamment avec ces personnes-là, quoi. Oui, d'accord. Alors, on va revenir évidemment Donc, sur... non, mais j'en reviens, pardon, Allez-y. j'en reviens à l'appartement. L'appartement, donc, on sait que le crime se produit entre 15 et 17 heures. Il y a des questions qui restent en suspens. Est-ce que elle était seule ou pas dans l'appartement? Personne n'a vu d'autres personnes sortir de l'appartement. Reste que ce qui moi m'étonne toujours, c'est que elle a, une fois son forfait atroce commis, elle met la petite dans une malle et elle descend toute seule la malle pour aller prendre un Uber. Et donc ça me paraît bizarre que par la suite, elle demande constamment de l'aide à tout le monde pour porter cette fameuse malle. Si elle a réussi une fois, alors ne l'a-t-elle pas descendue seule? C'est possible. Est-ce qu'il y avait en fait quelqu'un d'autre dans l'appartement? Bon, après, deuxième question que ça pose, c'est une fois qu'elle part, elle va chez ce fameux Samir et lui dit elle est arrivée à telle heure, mais qu'a-t-elle fait avant? Ça, on ne sait pas. Est-elle allée voir le Farouk? Lui a-t-elle remis quelque chose dont il avait besoin dans le cadre de ses rituels et de ses cérémonies? Voilà. On va revenir évidemment sur cette affaire, et puis on évoquera aussi, si on a le temps, d'autres affaires en cours dans cette pédocriminalité qui est vraiment atroce en France et dans le monde. Mais tout de suite, il est 9h pile sur Ligne Droite, et il est temps de faire un petit point d'information avec Adèle Rosner. Ligne droite. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Karl Zéro, ancien animateur de télé qui est reconverti en lanceur d'alerte sur la pédocriminalité, rédacteur en chef donc de cette revue L'Envers des Affaires, dont le numéro 9 est sorti la semaine dernière et qui est consacré notamment, entre autres, à l'affaire Lola, donc au témoignage de 3 personnes extrêmement proches de Dabia B, la meurtrière de Lola, donc ses 2 sœurs et son ex-petite amie Kamel. Je vous propose quand même, Karl Zéro, avant de vous rendre la parole, d'écouter cet extrait sonore qui est d'ailleurs sorti sur votre chaîne YouTube, où vous interviewez en fait une des sœurs de Dabia, donc Meriem, qui elle explique en fait, qui parle de ce fameux Farouk, donc qui aurait exercé une emprise et des cérémonies de sorcellerie sur Dabia. On l'écoute tout de suite. Elle m'a dit que le mec là, c'est un grand sorcier et qu'il est trop fort dans ce qu'il fait. Elle m'a dit aussi qu'il l'a fait voir ma mère et mon père. Et elle m'a dit que, genre, en gros, quand il lui a fait le rituel là, elle a vu un grand serpent. À mon avis, il lui a fait quelque chose pour la manipuler. Elle m'a dit, tu sais, il m'a fait faire des trucs aux petits-enfants que je voulais pas faire. Elle m'a dit, il a tué des enfants. Elle m'a dit, il m'a ramené où il les a tués. Il m'a ramené dans les temples où il les a tués. Il a plusieurs temples, genre, spéciales à lui, où il enterre les enfants. Et moi, quand j'ai parlé avec elle au téléphone, elle a commencé à me raconter un peu. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Elle m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est venu dans ma tête. Et comme si c'était une personne qui me dirigeait, c'était pas moi-même, quoi, on m'a dit. J'étais pas consciente de ce que j'ai fait, c'est pas moi qui contrôlait. Elle m'a dit que c'était pas de sa faute, elle a regretté, et que le mec, c'est pas une vraie personne. Elle m'a dit, en gros, c'est un djinn, c'est un truc, c'est pas un vrai, quoi. À un moment, elle a parlé des bouteilles de sang. Moi, à mon avis, elle lui a donné des trucs à lui, quoi. C'est lui qui l'a envoyé, et puis elle lui a donné des bouteilles de sang, ou je sais pas quoi. Plusieurs éléments. Donc d'abord, ce Farouk qui aurait donc des tombes d'enfants chez lui. Alors rien au-delà des affaires de sorcellerie, ça vaut quand même à la justice. Ça vaudrait à la justice de s'y intéresser. On a donc cette Dabia qui raconte que pendant le meurtre de Lola, elle devait se battre contre un fantôme qu'elle n'avait pas l'impression qu'elle était elle-même. Et puis aussi cette fameuse histoire des bouteilles de sang. Oui, le sang qui joue un rôle évidemment dans l'affaire des enfants Zouri, dont on parlait précédemment et dont Lola semble être un exemple, et qui sert pour des rituels en fait, qui est une offrande. Donc
Non, elle résume parfaitement la situation, la sœur. On a transformé sa voix évidemment pour que elle soit pas. On a baissé d'un ton pour qu'elle soit pas reconnaissable. Mais c'est vrai que quand on écoute ça, c'est effrayant, quoi. Ça se passe en France. Enfin, je sais pas. Faut qu'on réagisse, quoi. Je pense notre rôle, c'est de dire bon, ça va quand même au-delà de ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant. Ce sont des choses qui existent. Tant qu'il y aura des gens qui feront des choses comme ça, qui seront assez fous pour faire des trucs comme ça, il faut tout mettre en œuvre pour les arrêter. On rappelle que sur le corps de Lola, il y avait des inscriptions, notamment sur les pieds. Oui, 0 et 1. Donc ça veut quand même dire quelque chose, c'est pas seulement un simple crime. Oui, c'est ce qu'on appelle des signes kabbalistiques, quoi. Je sais pas, ça a certainement une signification que j'ignore. J'ai essayé de savoir, j'ai parlé avec un spécialiste, il y a un honorable professeur qui enseigne justement tout ce qui est magie noire arabe, tout ce qui est sorcellerie arabe, lui-même converti à l'islam et tout. Mais sur le 0 et le 1, il ne savait pas. Mais c'est l'occasion aussi de parler donc, de ce phénomène des enfants souris, puisque c'est un phénomène qui existe au-delà de ce cas en France. C'est aussi un phénomène qui reste en tout cas présent dans des pays du Maghreb, et ça fait l'objet d'un article dans votre revue L'Envers des Affaires. Donc c'est quelque chose qui est avéré en tout cas, notamment au Maroc et en Algérie. Oui, c'est quelque chose qui régulièrement s'inscrit dans les faits divers des journaux algériens et marocains, avec des rapts d'enfants. Alors parfois on les retrouve en très mauvais état, parfois on les retrouve pas, parfois on les cherche encore depuis 10 ans, qui sont donc des enfants qui sont... Alors à l'origine, ils étaient enlevés par ceux qu'on appelle les fiques soucis, qui viennent du sud du Maroc. Et puis cette tradition est passée aussi à l'Algérie, et donc on a dans les deux pays des enfants recherchés ou retrouvés parfois, et qui ont toutes ces caractéristiques d'être des enfants aux yeux clairs, blonds. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, berbères, qui ont les yeux très clairs, la peau très claire, parce que, je sais pas, il y a dû avoir des consanguinités avec des Bretons autrefois, Dieu sait. Mais, en tout cas, ça existe. C'est un phénomène qui... Bon, si vous prenez en dessous l'Afrique noire, je veux dire, le vaudou et les marabouts, ça existe aussi. Hein. Il y a constamment... Ça joue énormément. Et ça revient d'ailleurs en France aujourd'hui, même en vaudou. Ça joue dans l'imaginaire populaire. Oui, récemment, il y avait une affaire il me semble, d'un footballeur qui luttait. Qui a recours à des marabouts aussi. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des choses qui existent. Et après tout, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Mais... quand une enfant comme ça, qui plus est sur le sol français, meurt, il est temps de... Alors, dans le même numéro de l'Envers des Affaires, donc il y a ce papier sur ce que c'est que les enfants souris, et ensuite, il y a l'affaire Ayoub. Alors, l'affaire Ayoub, elle se passe au Maroc, et elle se déroule en ce moment. C'est un père de 2 petits garçons qui m'a alerté, en fait, un peu à la méthode de Kamel, en me disant, j'ai une affaire et elle est étouffée par la justice marocaine, c'est scandaleux. Mes 2 petits garçons, pendant 3 ans, ont été victimes de sévices sexuels, d'abus de tout genre, ont été emmenés dans une ferme où il y avait des cérémonies rituelles et sataniques, où il y avait, d'après le récit des enfants, des gens importants qui venaient avec de belles voitures, des Ferrari, des je sais pas quoi. Bon, et il y a un policier dans l'histoire. Et donc, comme il y a un policier dans l'histoire, c'est étouffé à chaque fois. Et donc, j'ai réussi, en première instance, à obtenir une peine de 2 ans de prison pour mon ex-épouse qui participait à ces cérémonies et avait, d'une certaine façon, vendu les petits garçons à ces mecs. Et je fais appel et je veux avoir du... Bon, mais ça n'intéresse personne. Je lui ai dit, mais vous avez sonné à la bonne porte. On va faire une interview. Je l'ai fait pour ma chaîne YouTube. Et alors, ce qui est formidable, là, je dois dire, c'est qu'il y a eu une réaction immédiate du Maroc. Il y a eu un grand papier 2 jours après dans le quotidien 360, qui est un peu le quotidien officiel au Maroc, où ils ont dit on prend les choses en main. Il y avait des tas de réactions de l'entourage du roi, de la justice, des policiers. Et du coup, l'affaire a pris une grande ampleur au Maroc. J'aimerais bien que ce qu'on apporte là autour de là prenne en France une grande ampleur. Oui. Parce que là, ils nous donnent une leçon. On leur met sous le nez des éléments, ils réagissent.
Bien sûr, et donc ça prouve que justement ces lancements d'alerte ont une importance. Ah, mais c'est très important parce que personne ne le fait, Bien en sûr. vrai. C'est toujours pareil. Les gens aujourd'hui ils veulent plus s'emmerder. Donc que tu sois journaliste, flic, oh là 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 là, c'est bon, il est 18h, je rentre chez moi, je vais passer à la tondeuse. Non, de temps en temps, il faut y aller, il faut dire les choses. sûr. Sinon, on changera. Très très naïvement, moi je veux changer les choses. Peut-être pas changer tout le monde, mais au moins concernant la pédocriminalité et qui plus est les crimes, les meurtres. Là, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais même la pédocriminalité, il faut que ça s'arrête. Bien sûr. Et j'ai l'impression, en tout cas en ce moment, de crier dans le désert. Hein. Bah surtout on peut même sortir de l'affaire Lola et de ses enfants souris. L'actualité est encore très riche. On a eu Pierre Palmade qui avait été accusé de détention d'images pédopornographiques, qui est d'ailleurs retrouvé en liberté. On l'a retrouvé dans un sale état à Bordeaux, sur un taxi, à côté d'un taxi. Oui, il est c'est à la assez fois inexplicable. errant à Bordeaux et puis dansant en boîte. On ne sait pas très bien ce qu'il fait. Il est clair que dans cette histoire, il doit bénéficier de quelques protections, ce garçon. Vous pensez ? Oh bah ça me paraît cousu de fil blanc et je l'ai dit dès le départ. Autant le fait de l'accuser d'être un pédocriminel, pour moi ça tenait pas en l'air parce que c'était l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire quelqu'un l'avait filmé sur son portable en train de regarder sur le portable de quelqu'un d'autre des images pédocriminelles. Oui. Bon, ça veut pas dire grand-chose en vrai. Je crois que ça c'était plutôt quelqu'un qui voulait le faire chanter et qu'on a mis ça en avant à ce moment-là pour cacher simplement le ou les noms des participants de la soirée dont il s'était absenté pour aller acheter quelques victuailles. En étant défoncé comme un porc et en tuant un bébé dans le ventre de sa mère dans sa bagnole. Et donc, je pense qu'il y a eu une opération exfiltration extrêmement rapide des participants, et voilà. Et je crois que plus ça va, plus c'est un secret de polichinelle. Cela dit, vu le torrent de boue et l'accusation ultime de complotiste d'or que j'ai reçue le jour où j'ai eu le malheur de dire ça, mais en même temps, bon, là, c'est même pas lié à la pédocriminalité, c'est juste, oui, c'est un fait divers, et quand il y a une explication un peu différente de l'explication officielle, je trouve qu'il est de mon rôle d'en faire part, même si je n'ai pas de preuves et que je n'ai pas de nom. Je vois des noms circuler en ce moment, mais moi, je n'en ai pas. Voilà, on n'en a pas. En tout cas, peut-être un petit mot aussi, alors je ne sais pas si voilà, ça vaut le coup, mais on a aussi de cette semaine eu l'affaire du fils de Michel Fourniret qui a donc été mis en garde à vue à Nice. Alors là, pareil, on rappelle que quand même, il habitait avec sa mère, que et sa mère et ce fils-là étaient donc fortement impliqués dans les affaires, puisque le fils servait notamment à rassurer les victimes. Oui, mais à sa décharge, il était tout petit, il était bébé. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il était coupable, je dis qu'il était utilisé, donc forcément, forcément c'est traumatisant. Et que donc... c'est effrayant, et si c'est avéré, ça veut dire que la génétique a encore de grands progrès à faire, parce que là, franchement... En plus, je l'ai rencontré sur un plateau de télévision d'une émission. Il était passé chez Hanouna, je crois. Je ne sais pas si c'était là-bas que vous l'aviez rencontré. Est-ce que c'était chez Hanouna, je crois, ou à un autre truc de Nolo, Balance ton poste, je crois. Sur C8 en tout cas. Ouais, sur C8. Et il était. J'ai jamais vu son visage, il était masqué, mais je suis extrêmement surpris. Enfin bon, après on dit les chiens ne font pas les chats, bien sûr, mais quand j'ai discuté, quand j'ai discuté avec lui, il était tout à fait normal. Il a une vie rangée, une épouse. Enfin, je veux dire, donc là, je suis un peu sans voix, quoi. C'est un peu étonnant aussi. Et alors on va même essayer de finir sur une note un peu en tout cas d'espérance, d'espoir, puisque cette affaire, ces histoires de pédocriminalité sont prises au sérieux, en tout cas par quelques personnes, notamment du côté du cinéma, puisqu'il y a un film qui est sorti hier en salle aux États-Unis qui s'appelle Sound of Freedom, qui a été produit par, j'ai retrouvé son nom, Alejandro Monteverde, et qui est donc inspiré de faits réels, d'un documentaire qui s'appelle Hidden War de Tim Ballard, qui dénonce notamment le trafic de pédocriminalité en Ukraine, avec un acteur de pointe qui est Jim Caviezel, qui est la personne qui jouait notamment dans La Passion du Christ. Et donc c'est un grand film qui sort en cinéma et qui dénonce publiquement ces affaires de pédocriminalité. Ça veut dire que quelque part on authentifie, en tout cas on explique que ce sont des choses qui existent et qu'il faut dénoncer, donc c'est une note d'espoir quand même. Ah, c'est formidable. En fait, ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Tim Ballard et qui est un gars qui a monté un réseau qui s'appelle Our Rescue,
composé en fait essentiellement d'anciens Navy Seals, d'anciens Marines, d'anciens policiers. Donc c'est assez musclé leurs opérations, mais ce qui est bien, c'est qu'ils les filment. Donc ils entendent dire que, par exemple, il y a de traite d'enfants en Colombie. Ils partent en Colombie et ils ont des moyens, ils ont des bateaux, ils ont un hélico, ils arrivent. Alors on dirait une série Netflix, sauf que c'est en vrai. Et il a fait 3 films déjà. Je signale pour ceux que ça intéresse que j'ai mis le premier qui s'appelle Opération Toussaint, le premier film de Tim Ballard, sur ma plateforme carlzero.tv, à laquelle vous pouvez aller jeter un œil. Film formidable. Et en fait, le film dont vous parlez, Sound of Freedom, c'est un film qui était prêt depuis 2 ans et qui a été bloqué par Hollywood. Et il a fallu l'intervention non pas de Jésus, mais de Mel Gibson, c'est presque la même chose, pour que ce film voie le jour, trouve un réseau de distribution, sorte en salle et soit visible online. Il me semble qu'on peut, moyennant finance, mais le voir, alors pas sur des grands réseaux, genre Apple ou Netflix, mais sur différents petits réseaux, peut-être en utilisant, je pense, un VPN, et en payant en dollars, $5, et on peut voir le film. Je vais essayer de le voir, moi, ce soir, Sound of Freedom, j'ai envie de le voir. Il est sorti en salle hier, et donc il est visible apparemment déjà sur les plateformes. Ouais, sur certaines plateformes, quoi, parce que on est quand même... Mais bon, c'est bien, et là, on dit souvent le truc du colibri, chacun doit mettre sa goutte d'eau. Mais là c'est, avec la force d'un Mel Gibson, c'est carrément une bassine d'eau qui nous arrive, et c'est génial. Et je suis évidemment ravi de la sortie de ce film et du fait que le problème soit pris. Parce qu'il est question de pédocriminalité, il est question de traite d'enfants. En Ukraine en plus en ce moment, donc c'est un contexte bien sûr aussi. Il est question de vol d'organes. Parce que c'est quand même aussi ça. Oui. Ça rapporte parce que il y a un excellent film que j'ai mis également sur la plateforme et qu'il faut absolument voir, qui est fait par un Polonais et qui s'appelle Eyes of the Devil. Et lui, c'est un journaliste d'investigation et il a rencontré une femme qui allait accoucher et dont le bébé était destiné à être vendu. Ça se passe en Pologne et en Allemagne. Et en fait, donc, il va essayer de convaincre cette femme de ne pas vendre son bébé en allant rencontrer les personnes qui achètent le bébé et comprendre à quoi va servir ce bébé. Et on découvre un univers alors qui se passe en Europe où il y a non seulement des bordels avec des enfants qui sont prostitués, des tout petits enfants, et qui ensuite, une fois qu'ils sont essorés, comme ils disent, deviennent des donneurs d'organes. C'est-à-dire on les tue et on distribue les organes, on les vend. Et donc là, il parle à des mafieux. Donc ça rapporte, et ça, Gibson le dit, ça rapporte beaucoup plus d'argent encore que tous les autres trafics, que ce soit drogue, etc. Donc ce sont des films qui sont avérés, qui sont prouvés, donc à voir donc, sur votre plateforme carlzero.tv. Merci beaucoup en tout cas Carl Zero. Je rappelle que donc, vous êtes journaliste, lanceur d'alerte notamment en ce moment sur la pédocriminalité avec cette revue L'envers des affaires dont le numéro 9 est sorti la semaine dernière et consacré notamment à l'affaire Lola et puis donc à ces phénomènes d'enfants souris. Et puis vous avez également une chaîne YouTube Carl Zero Absolu et cette plateforme télé carlzero.tv. Merci à vous. Merci.